Il existe un célèbre chant militaire aérien soviétique dont un passage fut repris plus tard par l'Allemagne. Nos oiseaux prennent leur envol, toujours plus haut, vers le vaste ciel. Dans chacune de leurs hélices réside la paix de nos frontières. Mais il ne faut jamais oublier une chose, ces oiseaux d'acier qui montaient ainsi dans les airs transportaient bien souvent des bombes meurtrières. Et plus les bombardiers volaient à haute altitude, plus il devenait impératif d'augmenter la portée des canons anti-aériens capables de les atteindre. Bonjour à toutes et à tous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette mission fut brillamment assurée par le célèbre canon anti-aérien allemand de 88 mm, le Flak 18-36-37, que l'on surnommait simplement le 88. Cette arme redoutée aussi bien dans les combats aériens qu'anti-chars devint un symbole éclatant de la puissance technologique et de l'efficacité allemande. Pourtant, cette gloire s'accompagnait d'une part d'ombre. Selon certains historiens, jusqu'à 80% des servants des canons de 88 mm auraient péri avant la fin du conflit. Bienvenue sur Perduchan. Mais alors, pourquoi y a-t-il eu autant de pertes ? Décortiquons ensemble les raisons de ce lourd tribut. Histoire du développement du Flak. Le développement du canon anti-aérien de 88 mm avait déjà été envisagé dès la fin des années 1920 par la prestigieuse entreprise allemande Krupp. Toutefois, la mise en œuvre de ce projet fut entravée par les restrictions imposées par le traité de Versailles, qui interdisait à l'Allemagne de développer de l'artillerie lourde. C'est pourquoi Krupp lança secrètement le développement du canon, sous couvert d'une coopération technique avec la société suédoise Bofors. Pour renforcer ce camouflage, la nouvelle pièce anti-aérienne fut désignée par le chiffre 18. Cela visait à faire croire qu'elle était entrée en service en 1918, afin de prétendre qu'elle n'était pas concernée par les limitations du traité. Durant les premières phases du projet, les ingénieurs allemands hésitèrent sur le calibre à adopter. Le choix définitif du calibre 88 mm s'expliqua par le fait qu'un calibre supérieur aurait nécessité davantage de personnel et aurait réduit la cadence de tir. C'est ainsi qu'entre 1933 et 1934 fut lancé le premier modèle de série du canon anti-aérien de 88 mm, le Flak 18. Même à cette époque de veille de guerre, marquée par l'émergence d'armes de pointe qui allaient bientôt dévaster le monde, le Flak 88 comptait parmi les meilleurs systèmes d'armement au monde. La vitesse initiale de ses projectiles atteignait 820 à 840 mètres par seconde, lui permettant d'abattre sans faute des appareils ennemis évoluant à 8 ou 9 km d'altitude avec un plafond pratique de 10 km. Et sa cadence de tir impressionnait également, 20 obus à la minute. Une arme universelle porteuse de mort. Le canon anti-aérien de 88 mm fut utilisé pour la première fois au combat pendant la guerre civile espagnole. En 1936, les volontaires de la Luftwaffe, envoyés pour soutenir le régime franquiste, découvrirent avec stupeur que le canon de 88 mm se révélait extrêmement efficace contre les véhicules blindés. Ce que le champ de bataille révéla clairement, c'est qu'aucun char de l'époque n'était capable de résister à la puissance et à la précision de ce canon, pourtant conçu à l'origine pour la défense aérienne. Le succès des essais du Flak 18 contre les blindés orienta profondément l'utilisation future du canon de 88 mm. Fort de ce succès, les ingénieurs allemands redoublèrent d'efforts pour améliorer encore cette arme. Ainsi, en 1936, apparut le Flak 36, doté d'un nouvel affût et de chariots de transport améliorés. L'année suivante, en 1937, débuta la production en série du Flak 37, équipé d'un tout nouveau système de conduite de tir. Le dernier modèle perfectionné de la série 88 fut le Flak 41. Conçu en 1941, le Flak 41 entra en production de masse en 1943. Toutefois, seuls 556 exemplaires furent produits, et cette version n'eut que peu d'occasions de briller durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, le Flak 41 offrait des performances impressionnantes. Ses obus à fragmentation atteignaient une vitesse initiale de 1000 mètres par seconde et sa cadence minimale de tir montait à 25 coups par minute. Ainsi, dès 1940, le canon anti-aérien de 88 mm s'était métamorphosé en une véritable arme universelle, capable de faire face non seulement aux bombardiers rapides, mais aussi à tout type de blindés,
et même à des tranchées renforcées. En conséquence, la production des canons 88 atteignit 1132 unités en 1940, soit 2,3 fois plus que l'année précédente. En 1944, la production culmina à 5987 unités, un record absolu pour cette arme. Entre 1935 et 1945, toutes variantes confondues, plus de 20 000 canons antiaériens de 88 mm furent produits. Et même en 1945, alors que l'Allemagne était au bord de l'effondrement, elle parvient encore à produire environ 1000 canons de 88 mm. Rien qu'à la lecture de ces chiffres, on comprend l'ampleur colossale de la production allemande. Mais près de la moitié de ces canons furent perdus au cours du conflit. Naturellement, à des pertes matérielles aussi considérables s'ajoutèrent des pertes humaines bien plus graves parmi les artilleurs. Et au-delà de cette hécatombe, la cause de la mortalité massive chez les servants du 88 mm réside aussi dans une combinaison de défauts techniques et d'erreurs de commandement, tant sur le plan tactique que stratégique. Voyons donc maintenant pourquoi un si grand nombre de servants du 88 ont été sacrifiés sur le champ de bataille. Nous allons examiner les causes visibles, mais aussi celles que l'on a souvent tendance à négliger. Les bombardements massifs des Alliés. Les lourdes pertes subies par les canons antiaériens et leurs équipages commencèrent véritablement en 1942, lorsque les Alliés lancèrent une vaste campagne de bombardement sur le territoire allemand. Il s'agissait d'une opération aérienne d'une ampleur encore jamais vue dans l'histoire. Parmi les bombardiers employés par les Alliés figuraient les appareils britanniques de nuit, Avro Lancaster, Handley Page Halifax, Short Sterling, ainsi que les bombardiers stratégiques américains B-17 et B-24 pour les frappes diurnes. La doctrine adoptée par les Alliés reposait sur ce que l'on appelait le bombardement 24 heures sur 24, une stratégie d'attaque ininterrompue, de jour comme de nuit. En réalité, des centaines de bombardiers alliés survolaient l'Allemagne sans relâche, aussi bien le jour que la nuit. Certaines vagues de bombardement atteignaient même des effectifs de 800 à 1200 appareils. Entre 1942 et 1945, les Alliés menèrent plus d'1 million de sorties aériennes, larguant au total 2,7 millions de tonnes de bombes. Pour leur faire face, l'Allemagne déploya l'ensemble de son système de défense antiaérienne, dont le pilier restait le canon de 88 mm. Les unités de DCA remplissaient leur mission nuit et jour, à ciel ouvert, en plein air. La plupart du temps, elles étaient positionnées dans des zones totalement dépourvues d'abris. Ces emplacements étaient donc les premières cibles visées par les bombardiers alliés et subirent des pertes massives. Il suffisait qu'une bombe de 250 à 500 kg explose à quelques dizaines de mètres pour que les équipements soient détruits et les artilleurs tués. Contrairement à l'Union soviétique ou aux États-Unis, l'Allemagne installait ses canons de 88 mm en pleine ville, près des usines, des gares, des centrales électriques, voire sur les toits des grands bâtiments. Cela découlait d'une doctrine défensive propre à l'Allemagne, qui prônait « ne cachez pas les canons ». Cette stratégie permettait des tirs d'une précision redoutable, mais exposait en permanence les artilleurs à un danger mortel. En Allemagne, les batteries antiaériennes véritablement bien protégées étaient extrêmement rares. Seules les grandes métropoles stratégiques comme Berlin, Hambourg ou Vienne disposaient de forteresses en béton appelées Flakturm. Ailleurs, les canons antiaériens 88 étaient installés sur des hauteurs dégagées, sur des remblais de terre ou de simples plateformes en bois. Une fois les bombardements déclenchés, les chances de survie des artilleurs postés sur ces emplacements étaient extrêmement faibles. Et pourtant, ces artilleurs n'avaient pas seulement à survivre, ils devaient remplir leur mission, abattre les appareils ennemis. Pour cela, il leur fallait charger des obus pour cibles en haute altitude, pesant entre 9,2 et 9,4 kg, recevoir les ordres, pointer les canons et vérifier les dispositifs de conduite de tir. Ils n'avaient ni le droit de se cacher des bombardements, ni la possibilité de se replier pendant les attaques aériennes. Car s'ils fouillaient, les canons se taisaient. Malgré cela, la propagande nazie martelait que la défense antiaérienne allemande était invincible et que les artilleurs étaient des héros intrépides et inflexibles. Il est vrai que cela contenait une part de vérité, car en dépit de ces bombardements d'une ampleur sans précédent, l'Allemagne continua à résister, infligeant de lourdes pertes aux forces aériennes alliées. Mais la propagande ne disait rien du prix à payer pour cela. En réalité, l'Allemagne avait mis en place pendant la guerre l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus vastes au monde.
des milliers de canons lourds comme les Flak 18, 36 et 37, des dizaines de milliers de pièces de moyen et petit calibre, et plus d'1 million de soldats affectés à ce dispositif. Le nombre colossal de morts et de blessés parmi les artilleurs fut soigneusement dissimulé. La composition même des effectifs des unités antiaériennes était classée secret d'État. Et parmi les informations les plus strictement cachées figurait le fait qu'après 1944, environ 20% des artilleurs du 88 mm étaient de jeunes garçons âgés de 15 à 17 ans. Arrachés à leur enfance, sans aucune expérience du combat, ces adolescents furent souvent les premières victimes des bombardements, ce qui, en un sens, n'avait rien d'étonnant. Combat contre les chars. Pourtant, les artilleurs du 88 ne perdaient pas la vie uniquement en défendant l'Allemagne contre les bombardements. Comme vous le savez, en raison de sa polyvalence, le canon Flak fut également largement utilisé dans les combats terrestres. En réalité, c'est souvent dans les affrontements contre les blindés que le canon de 88 mm joua un rôle décisif sur de nombreux champs de bataille. Il est stupéfiant de constater qu'un canon anti-aérien conçu pour abattre des avions soit devenu l'arme anti-char la plus redoutée du champ de bataille. C'est pourquoi le 88 fut déployé en première ligne, là où les combats contre les blindés étaient les plus intenses. Cela exposa naturellement les artilleurs à des pertes encore plus importantes. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, le 88 démontra une puissance écrasante face aux chars ennemis sur le front d'Afrique du Nord. Ces obus traversaient sans effort tous les types de blindage des chars français ou britanniques. En 1942, pour soutenir les troupes allemandes encerclées en Afrique, 3 unités d'artillerie armées de 88 parvinrent à repousser l'assaut de 2 brigades de chars britanniques, leur infligeant de lourdes pertes. Ces performances furent rendues possibles grâce aux obus perforants, capables de pénétrer un blindage de 110 mm à 100 mètres et de 80 mm même à 1500 mètres de distance. À partir de 1943, le Flak 41 fut déployé en première ligne, utilisant des obus capables de perforer un blindage de 140 à 150 mm à 100 mètres et de 130 mm à 1 km. Sur le front de l'Est également, les récits où le 88 sauva les troupes allemandes sont innombrables. Même le blindage du T-34, le char principal de l'armée soviétique, était facilement transpercé par les obus de ce canon. À courte portée, avec des obus sous-calibrés, il pouvait même percer le blindage frontal du redoutable char lourd IS-1. Le seul blindage à avoir résisté aux obus perforants du 88 fut celui du char lourd soviétique IS-2. C'est cette capacité à stopper les chars qui valut au canon 88 une réputation non seulement au sein de la Wehrmacht, mais aussi chez ses ennemis. Et c'est précisément le succès de son emploi anti-char qui inspira aux ingénieurs allemands l'idée de réutiliser le canon de 88 mm comme armement principal du char lourd Tiger. Une tension physique et mentale à l'extrême. Et enfin, l'un des facteurs décisifs ayant entraîné la mort massive des artilleurs du 88 fut tout simplement la défaite stratégique de l'Allemagne nazie. Plus la guerre avançait vers sa fin, plus la pression psychologique devenait insupportable. Car parmi toutes les unités de l'armée, les artilleurs antiaériens accomplissaient leur mission sous le stress mental le plus extrême. Le ciel au-dessus de leur tête était constamment saturé de centaines d'avions ennemis. L'air grondait du vacarme des moteurs et la terre tremblait sans cesse sur les explosions des bombes. Tout près d'eux, les tirs ininterrompus de leurs propres canons retentissaient de manière assourdissante. Au cœur de cet enfer de bruit et de flammes, il leur était interdit de se réfugier dans une tranchée ou un abri. Ils devaient continuer à tirer, quoi qu'il en coûte. Même s'ils en sortaient vivants et sans blessures graves, beaucoup d'entre eux perdaient l'audition, subissaient des commotions cérébrales ou développaient des traumatismes psychiques profonds. Après chaque grand bombardement ou combat acharné contre les chars, la peur de mourir, la prochaine fois ce sera moi, pesait lourdement sur leur esprit. Ceux qui survivaient avaient vu leurs compagnons tomber les uns après les autres, sous leurs yeux. Il n'était pas rare qu'en seulement quelques minutes de combat, la moitié d'une unité soit anéantie. Ainsi, même si le 88 restait une arme d'une efficacité redoutable, il ne put renverser le cours de la guerre. Au contraire, les pertes titanesques, jusqu'à 80% des effectifs, précipitèrent la défaite allemande et les tombes des artilleurs devinrent les stèles funéraires du Troisième Reich. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.
À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.